10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, et Stan, j'espère que tu et que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Arsenal. Waouh! Les bandits d'Arsenal, les coéquipiers de Mikel Merinaldo. C'est le 3e épisode de Top 8, on commence à arriver quart de finale de Champions, c'est très vite. Donc Top 8, la série qu'on a montée l'autre jour et les premiers épisodes consacrés à Aston Villa, à Dortmund, ils sont en ligne. Mais là, en la présence des Gunners d'Arsenal, on commence à arriver aux prétendants. Et alors c'est pas que moi qui le dis, les bookmakers sont aussi d'accord, ils fixent une claire ligne de démarcation entre les Villains, Dortmund et le reste du tableau, et Arsenal est considéré comme le 5e favori des bookmakers, coté à 8. C'est même plus pour Opta Analyst, qui en fait derrière le Barça et le PSG, la 3e équipe avec le plus de pourcentage de chances d'aller au bout, 30% de chances même de rallier la finale pour Arsenal, la finale à l'Allianz Arena. Ce serait pas une première, on l'a déjà vu, je l'ai déjà vu, pas en direct au Stade de France en 2006, mais devant ma télé, c'était la 3e finale de Champions que je voyais de ma vie. À la télévision, elle m'a marqué. Elle m'a tant marqué que quelques années plus tard, on est revenu dessus, on a fait une vidéo entière. Le football en 2006 était bizarre. Match très intéressant à analyser. On a fait 20 minutes sur cette finale de Champions, tout décortiqué. C'était une sacrée époque. Et les partenaires de Sol Campbell, bien sûr, s'étaient inclinés. Au bout du suspense, dans une rencontre pleine de dramaturgie, c'est Carles Puyol et ses gars, un Ronaldinho qui était vraiment un des joueurs qui s'est mis en évidence. On a parlé dans la vidéo, pour moi, il y avait 2 joueurs très modernes dans ce match qui vraiment sortaient du lot, parce que sinon, par ailleurs, c'est pas la panacée. Le foot des années 2000, ça peut être un peu compliqué, n'en déplaise à Robert Pires. Il y a quelques nostalgiques qui, je crois, ont oublié les matchs de l'époque. Et bien sûr, une très grande entrée d'Henrik Larsson. Ok, il y a Eto'o. Le 2e joueur moderne, après Ronaldinho, c'était Andrés Iniesta. À 22 ans, l'entrée d'Iniesta aussi, elle change le cours du match. Il est vraiment au-dessus du lot. C'est les 2 joueurs qui ressortaient. Henry fait pas une très grande rencontre. Mais ouais, on se disperse. Cette vidéo-là, elle est disponible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Ce que je dirais, c'est que oui, le crève-cœur de l'histoire des Gunners, qui derrière, Stan s'en souvient très bien de cette finale de Champions, derrière, ça a été un petit peu le désert en Europe. 7 éliminations consécutives à partir de la saison 2010-2011, 7 éliminations consécutives en 8e de finale. Barça, Milan, Bayern encore, Monaco, Barça, Bayern encore, le Bayern, vraiment les fossoyeurs. Et l'épouvantail d'Arsenal. Derrière, ça devient encore même pire pour les hommes d'Arsène Wenger et de quelques autres entraîneurs qui sont succédés sur le banc, avec 5 éliminations consécutives en Europa League aussi. Depuis la saison dernière, ils ont retrouvé la Champions, ils ont retrouvé les quarts de finale, ont été sortis encore une fois par qui? Par le Bayern. Martin Odegaard est pas très content. Mais cette saison, c'est pas mal parti. Arsenal a fini 3e sur 36 de la phase de Ligue, avec quelques belles victoires dans le lot, contre le Paris Saint-Germain, contre le Sporting, 5-1, gros succès. Une seule courte défaite finalement dans leur parcours, c'était une courte défaite contre l'Inter. Ils ont enchaîné en 8e de finale par un 9-3 cumulé contre le PSV Eindhoven, et maintenant donc, c'est le Real Madrid en face. Au bout de ce méga quart de finale, la possibilité pour les Gunners de retrouver le top 4, plus le top 8, le top 4 européen, pour la première fois depuis 16 ans. Et une demi-finale contre Manchester United à l'époque. Et peut-être même la possibilité pour eux de vivre le grand rêve, le grand fantasme de ce club, aller chercher la coupe aux grandes oreilles. Et alors, ils sont pas tout à fait favoris de leur choc contre le Real Madrid, on va y revenir, mais c'est serré, c'est un des affrontements les plus intéressants. Et ils ont une situation aussi très intéressante. On va parler de Bukayo Saka, on va parler de Mikel Merino. En 9, oui, avec l'épidémie de blessures qu'il y a dans ce secteur, comment est-ce que les Gunners vont régler leurs problèmes offensifs? On va parler du triangle de fer, qui est peut-être même un losange défensivement. Gabriel Saliba, Raya Rice, le nouveau Luis Kelly, Jurrien Timber sur les côtés. On va parler des hommes de Mikel Arteta, car oui, le top 8 numéro 3, c'est Arsenal. Comme d'habitude, force-faiblesse. La première force, elle est évidente depuis un moment. Forgé en acier. Arsenal est la meilleure défense de Première Ligue, encore une fois cette saison avec 24 buts encaissés, c'était déjà le cas la saison dernière. En buts encaissés, en XGA aussi, ils sont tout en haut de tous les indicateurs défensifs. Et en Champions, ils ont la 2e défense de la phase de Ligue, 3 buts encaissés en 8 matchs. Il n'y a que l'Inter qui fait mieux avec un but en plus.
et ils ont aussi la première en XGA. Donc, performance défensive des Gunners, on la connaît par cœur, ils sont très très forts. À partir du moment où tu as une paire de défenseurs centraux, Gabriel, Saliba, que tu as une ligne plus haut, Declan Rice en déclencheur de pression, ouais, bon, on le voit à chaque match, en fait, les interventions défensives dans leur propre surface, quand ils doivent vraiment défendre bas, les blocs de Gabriel, qui fait une saison all-time, de Saliba. Les deux sont vraiment à un top niveau. Saliba peut-être légèrement en dessous de la saison dernière, mais Gabriel lui fait la meilleure saison de sa carrière. Que ce soit les retours défensifs de Declan Rice, comme ici contre Manchester United, Saliba aussi sur Chris Wood. Ils sont très très forts derrière, et en fin de match contre Chelsea l'autre week-end, Gabriel finit par une petite passe en retrait tête bien contrôlée pour David Raya, beaucoup de sérénité, et derrière la célébration avec le public, les défenseurs sont véritablement les stars de cet Arsenal 2024-2025. Raya peut faire quelques erreurs, mais dans l'ensemble, niveau PSXG, c'est à peu près kiff-kiff à la moyenne. Et il sort aussi de gros arrêts de temps en temps contre Manchester United. Il avait sorti un petit festival. Je trouve aussi qu'en transition défensive, Jurrien Timber, par exemple, quand il revient ici sur cette passe de Caicedo, magnifique tacle pour intercepter et permettre à Arsenal de récupérer le ballon. Contre Leicester, je vois pareil sur les retours défensifs. Thomas Partey aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, qui revient sur Jimmy Vardy, interception. Ses chiffres défensifs sont quasiment les meilleurs de tout Arsenal. C'est le joueur avec le plus de tacles emportés, le joueur avec le plus d'interceptions réalisées. C'est le vrai 6, oui, de cette équipe. Et on le voit dans pas mal de phases du jeu. Donc, une défense en acier trempé, mais défendre, c'est pas juste la ligne basse, et Arsenal le montre, peut-être plus que n'importe quelle équipe au monde. C'est la pression. Il y a pas mal d'équipes qui pressent bien, mais Arsenal presse très très bien aussi. Leur but contre Manchester City, ok, Akanji fait une grosse erreur, ok, il y a de grosses erreurs derrière, mais ça vient pas s'il n'y a pas du gros travail de pression, s'il n'y a pas quasiment 10 joueurs de champ dans la moitié de terrain adverse. C'était aussi le cas. Ça, c'était la grosse occasion gâchée par Havertz, mais ce tacle de Declan Rice, et on le voit sur ce plan, regardez, tout le monde est à la médiane au minimum. Ballon gagné très très haut par Rice, ça aurait pu faire 2-0 au bout de 10 minutes. Arsenal, c'est simple, c'est la 19e défense de Première Ligue en tacle réussi. Ils ont beaucoup de possession, ils ont moins que d'autres équipes peut-être la possibilité de réaliser des tacles, donc 19e sur 20 en nombre de tacles réussis, mais pourtant, malgré ce faible volume de tacles, entre guillemets, c'est la première équipe avec le plus de tacles dans le dernier tiers du terrain, d'assez loin, 97, et dès la 4e équipe, on passe à 82 par exemple, ils mettent une grosse distance aux autres. Les tacles en zone offensive sont le symbole d'un Arsenal qui presse de manière extrêmement agressive, qui gagne des ballons. Ça, c'était le 2-1 contre Manchester City. Ça vient de cette récupération de Thomas Partey. Contre Chelsea, on l'a vu encore une fois ce week-end. Regardez le nombre de joueurs hauts dans le camp adverse. C'est Gabriel qui est ici. Le triangle qui se referme. Et ça va faire une pression jusqu'à Sanchez avec Merino. Pareil, les déclencheurs de pression, ça fait un ballon récupéré à la fin. Les déclencheurs de pression, ça peut être Merino, ça peut être bien sûr Martin Odegaard. Ici, on pense qu'il vient serrer sur le central, mais il prolonge sa course. Ça va plus loin que Badiashile, ça va jusqu'à Robert Sanchez. Encore une fois, Chelsea ne réussit pas à rentrer dans ce match parce que la pression des Gunners est absolument étouffante. Donc tout ça, on le sait. Ils protègent bien leur surface. Ils défendent de manière extrêmement agressive avec un gros volume de pression. Mais défendre, c'est aussi enfin défendre avec ballon. Et le gros volume de possession défensive d'Arsenal, comme on voit ici, ils sont en capacité de contrôler des matchs, même si Arteta n'aime pas trop le mot contrôle, il préfère domination, dominer son adversaire, et ça revient systématiquement dans toutes ses interviews. Nous avons dominé toutes les parties, tous les aspects de ce match. Il applaudit une domination exceptionnelle, dominance, vraiment, soumettre l'adversaire. Et ça, c'est avec un très très fort volume de possession défensive. La défense d'acier des Gunners, c'est clair, c'est leur force numéro 1. La deuxième, ouais, ils ont super mis Arteta. C'est simple, pour moi, Arsenal a un des meilleurs entraîneurs de la planète sur son banc. Alors vous savez que je suis un believer de la première heure de Mikel Arteta, et je pense pour le coup, c'est pas galvaudé, on peut dire vraiment de la première heure. Et c'était quand même, janvier 2019, quand il était encore l'assistant de Pep. On sortait cette vidéo, pourquoi Mikel Arteta sera le prochain Guardiola. Je sais pas s'il sera tout à fait le prochain Guardiola, mais il a fait une belle carrière d'entraîneur depuis. Et ça faisait bizarre, parce que dans cette vidéo que j'ai revue, il y a une séquence de lui joueur. C'est très bizarre de le voir joueur, on dirait qu'il il a enfilé un maillot, il est sorti sur la pelouse. Je suis beaucoup plus habitué à le voir entraîneur maintenant. Mais ouais, je me souviens d'avoir vu le All or Nothing d'Amazon Prime sur lui. Il m'avait particulièrement marqué. C'est un gars qui a une vision extrêmement claire et détaillée. Un obsessionnel du travail, un très très bon contact avec ses joueurs, que ce soit
Quand on l'écoute en conférence de presse d'après-match, toutes ces interviews, c'est clair que c'est un bâtisseur et que c'est l'homme dont Arsenal avait besoin. Je crois qu'encore aujourd'hui, la nomination d'Arteta à Arsenal, c'est un des tout meilleurs choix d'entraîneur qui a été fait dans le foot des dernières années. Et bien sûr, il y aura des fans d'Arsenal qui seront frustrés de ne pas gagner au bout. Le plus important, c'est les trophées. C'est quand même la 3e saison d'affilée où Arsenal va finir top 2 de Premier League. Ça, c'est un bâtisseur. Arsenal revient d'assez loin. Ils ont retrouvé le top 8 européen pour la 2e saison consécutive. Et ils ont développé une identité de jeu qui pose problème à toutes les équipes du monde. Il y a beaucoup d'entraîneurs de top niveau aujourd'hui. On n'est pas sur une pénurie de grands entraîneurs. Il y a de très très bons entraîneurs aujourd'hui. Et pourtant, Arteta, je le mettrais facile dans le top 8. Il mérite d'être un top 8 entraîneur. Top 5, c'est pas scandaleux du tout non plus. Tous les jours, j'aimerais avoir un gars comme Arteta dans mon club. C'est un top coach, et que ce soit sur les ajustements en cours de match, que ce soit sur l'identité qu'il a insufflé à cette équipe, avec un meilleur effectif, avec plus de travail sur les prochains mercatos, ça pourrait devenir une équipe quasiment inarrêtable. Les corners gagnants sont la 3e arme, la 3e qualité phare d'Arsenal. Oui, le but de Merino contre Chelsea, cette tête déviée là au premier poteau, c'est le 11e but sur corner d'Arsenal cette saison. Et on connaît leur spécialiste des coups de pied arrêtés, Nicolas Jover. Comment on dit exactement, mais on le voit toujours en train de sortir des célébrations un peu dingues. Il a déjà sa propre peinture murale à l'Emirates. Alors ça fait beaucoup réagir, pas mal de moqueries. C'est sûr qu'Arsenal a une manière de tirer les corners qui est très à eux. Il suffit de regarder en Premier League, très bonne stat qu'on peut obtenir sur FBref, le nombre de corners rentrants versus sortants. Arsenal a tiré 172 corners rentrants et de très loin l'équipe avec plus de corners rentrants. 172 rentrants, 3 sortants. 172 rentrants, 3 sortants. 2 droits. Les 2 équipes d'ailleurs qui ont le moins de corners rentrants, c'est Brentford et Arsenal, 2 et 3 respectivement. Brentford qui est aussi une équipe très orientée, un club très orienté data, le Moneyball, Thomas Frank, etc. C'est pas un hasard de les voir ici. Et ouais, juste ce qu'ils réussissent à faire avec leur stratégie d'écran, la tactique qu'ils mettent en place sur les corners, les tirer dans les 6 mètres avec beaucoup de vélocité. Gabriel, Havertz, la ligne défensive contenu bloqué, beaucoup d'écrans posés et Gabriel qui peut arriver en se débarrassant de son vis-à-vis et qui a un jump absolument phénoménal. Il marque beaucoup, il est très fort dans les airs. Gabriel, c'est d'ailleurs le seul joueur de toute la Champions qui est à la fois dans le top 10 en nombre de duels aériens gagnés, mais aussi en pourcentage de duels aériens remportés. Un très gros volume, une très forte qualité dans les airs, ça en fait une arme de destruction massive sur coup de pied arrêté. Et oui, Arsenal est hyper dangereux sur corner. Ils sont aussi forts contre les forts. Ils ont battu cette saison City, on peut dire tout le monde bat City, mais ils ont aussi battu le Paris Saint-Germain. Pas beaucoup de monde a infligé une défaite au Paris Saint-Germain. Ils ont battu un Sporting de l'époque qui battait City, ils leur ont mis 5-1. Ils ont mis une grosse pile au PSV. Et aussi, cette saison et la saison dernière, Arsenal n'a toujours pas perdu de match contre le Big Six, entre guillemets. Qu'est-ce que vaut réellement cette étiquette? Des équipes qui sont plus tout à fait aujourd'hui parmi les 6 meilleures équipes de Premier League, United, Tottenham par exemple. Mais quand même, dans les gros matchs, Arsenal, depuis le début de la saison dernière, toujours invaincu, contre Liverpool par exemple. Ça, c'est quand même notable. C'est un Arsenal qui est très dur à battre et qui n'a pas trop de problèmes dans les gros matchs. Voilà pour les qualités. Les points faibles. Le premier, il est clair, l'Arsenal non commun est vide. Il manque des munitions. On rentre dans cette pièce, on rentre dans cet Arsenal. Et qu'est-ce qu'on trouve? Malheureusement pour les Gunners, seulement la 4e attaque de Premier League en nombre de buts marqués à 16 unités de Liverpool. C'est ça qui fait la différence entre être un véritable prétendant au titre cette saison et ne pas l'être, être décroché comme le sont les Gunners. C'est aussi le 7e, 8e volume d'XG. Arsenal, c'est pas bon du tout. Ils ont sur leurs 8 dernières rencontres, que ce soit contre Newcastle, contre West Ham, contre Forest, ils ont 3 matchs, ils n'ont pas marqué de but. Et toutes compétitions confondues, on regarde leurs contributeurs individuels, toutes compétitions confondues, ça prend tout en compte. Ils n'ont qu'un seul gars qui dépasse la barre des 10 buts, Kai Havertz, avec 15. Bon, en plus de ça, malheureusement, tous leurs joueurs offensifs, ou presque, se sont blessés récemment. Jesus, Havertz, fin de saison. Bukayo Saka qui pourrait revenir pour le Real, mais pas sûr. Ça a donné lieu à pas mal d'expérimentation, mais c'est une position très difficile dans laquelle être.
Quand tu vois le nombre d'actions menant un but par 90 minutes en première ligue, Bukayo Saka met tellement une distance à tout le monde. Il est à 1,49. 1,49 actions menant un but par 90. Le deuxième, Maddison, est à 0,95. Amad Diallo, 0,90. De Bruyne, 0,82. Salah, 0,81. Saka, 1,49. Sans lui, forcément, tout se complique. Et même des joueurs qu'on pourrait considérer comme un peu à moins important, entre guillemets, sur le front de l'attaque, par exemple, un Ricardo Calafiori, et bah lui aussi est un petit peu incertain et de temps en temps il peut faire du bien. J'ai vu contre Forest son déplacement, là, la frappe pied droit qui heurte le montant. Contre les Wolves, ce but tellement clutch dans les derniers instants, la reprise au deuxième poteau qui avait permis à Arsenal de prendre les 3 points. Il a déjà 3 buts, toutes compétitions confondues, Ricardo Calafiori. Et ouais, c'est Luis Kelly le remplace bien, mais c'est peut-être dommage s'il manque le coche de cette double confrontation. On verra. Faut dire, c'est un symbole de cet effectif qui manque encore un petit peu de qualité sur sa profondeur. Et bah Arsenal, c'est, je crois, la 4e équipe qui utilise le moins de remplaçants. 105 seulement utilisés sur cette saison en Première Ligue, quand Brighton par exemple est à 140. Et même sur le nombre de minutes données par remplaçant, ils sont aussi que 4e, 17. Relativement, Arteta utilise peu et peu longtemps son banc. Ce qui pointe vers une équipe qui manque un petit peu de solutions. Alors c'est vrai, Mikel Merino, ok, Stan l'appelle Merinaldo, je comprends. 5 buts depuis qu'il a été repositionné en tant qu'avant-centre, et il montre de très très belles dispositions, notamment on le sait dans le jeu aérien. Ce centre de Nwaneri contre Leicester, il s'élève au-dessus de tout le monde. Ça m'a rappelé un peu le but qu'il a marqué avec l'Espagne contre l'Allemagne au dernier Euro. Et ouais, de toute manière on le sait, Merino, on se souvient quand on faisait cette vidéo à époque PSG Real Sociedad, c'était le milieu avec le plus de duels remportés, duels aériens remportés d'Europe. Ça se voit d'ailleurs dans les chiffres avancés, duels aériens gagnés 3-4 par 90 minutes comparé aux autres milieux. Il est top 1%, ça doit être le numéro 1 de cette catégorie. Il a un super jeu de tête. Et ouais, on le voit de plus en plus dans des positions intéressantes et il s'acclimate pas trop mal à ce poste de buteur de pointe. C'est peut-être une belle trouvaille de Mikel Arteta, ça correspond à sa qualité dans les airs, etc. Mais quand même s'il est bien trouvé par ce centre de Gabriel Martinelli contre Chelsea aussi, belle reprise pied gauche, elle est cadrée, il fait le job, mais c'est quand même symptomatique d'une équipe qui manque de solutions. Et je vois régulièrement les entrants pas être extraordinaires. Il y a ce milieu Partey, Rice, Odegaard, ok. Quand Jorginho a été titularisé l'autre jour, quand il a joué contre le PSV Eindhoven le match retour, il est pris ici, ça donne mieux au but de l'égalisation des Néerlandais. Martinelli à droite, pourquoi pas s'il n'y a pas de retour de Bukayo Saka. Je trouve sur les derniers matchs, limite, pas si mal que ça. Et quand il a pris Badiachil de vitesse, là, de la percussion, peut-être en bon pied, c'est un petit peu meilleur, un peu moins imprévisible. Et ça, c'était un corner qui avait donné lieu au seul but de ce match. Et puis, il y a les possibilités Ethan Nwaneri, Mile Lewis Kelly. Ça, c'est les bonnes trouvailles, ça, c'est les bonnes nouvelles de cette saison où Arteta a dû composer avec beaucoup de blessures. Lewis Kelly à gauche, c'est cool. Nwaneri, peut-être avec sa patte. En tout cas, pour Nwaneri, c'est le Real Madrid, c'est quand même pas évident, même s'il a un super pied et qu'il l'a montré à plusieurs reprises cette saison. Bon, dans l'ensemble, c'est sûr, Arsenal manque de solutions et il faut que Saka soit de retour contre le Real Madrid, je pense, pour espérer. Il y a une vraie panne créative chez les Gunners. On a parlé d'une équipe qui est très forte défensivement. Offensivement, Arsenal, c'est seulement, je crois, le 8e volume de possession, le 8e volume d'action menant un tir de Première Ligue, 716. Comme on a dit, c'est le 8e volume de XG aussi. Quand on passe de la distance totale de passe des Gunners à la distance parcourue vers l'attaque avec les passes, de distance normale à distance progressive, on va dire, hop, on voit la différence. Il y a un vrai drop-off. C'est là aussi qu'on voit la possession défensive qui est pratiquée à Arsenal. C'est pareil, Manchester City. Regardez le drop-off pour eux aussi, la grosse chute. Mais ouais, il manque un petit peu de passes tranchantes, de jeu entre les lignes, de qualité créative chez ces Gunners. C'est d'ailleurs seulement la 11e équipe de Première Ligue en dribble qui mène à une tentative de tir. Il manque des joueurs de percussion, ça c'est clair et net. Et à la rigueur, une panne créative, ça irait s'ils étaient vraiment des tueurs complets au bout, mais même à la conclusion, c'est pas tout à fait létal. On avait mentionné cette stat pour Dortmund. Arsenal, c'est l'équipe de Première Ligue avec la plus faible distance moyenne de tir. Pourtant, leur pourcentage de tirs cadrés, ils sont à peine à la moyenne.
pas très bon. Trossard contre Chelsea, j'ai joué un joueur qui n'est pas en grande confiance, qui hésite à plusieurs reprises sur cette frappe extérieure de surface, qui la déclenche pas à la fin, et ça se referme autour de lui. Pareil sur cette action, il rate totalement sa reprise de volée. Ça, c'était contre United. Martinelli, ok, il est donné hors-jeu à la fin, mais il la met totalement au-dessus du but d'André Onana. Et Odegaard contre Newcastle en Carabao Cup, c'est pas un face-à-face tout à fait, mais c'est complètement dévissé. Ouais, Arsenal, pas très très bon dans le dernier geste, ça se voit aussi sur les chiffres avancés. Et quand tu as déjà des problèmes à générer un gros volume d'occasion, c'est sûr que ça fait un peu peur dans des rencontres de Ligue des Champions où on dit toujours l'efficacité dans les deux surfaces. Là, pour Arsenal, il y a surtout l'efficacité dans une surface. Enfin, sont-ils des gagnants ? C'est difficile à décrire, mais c'est une question qui, je trouve, est un peu légitime pour Arsenal. Autant, j'adore Arteta, je trouve le travail qui a été accompli fantastique. C'est une équipe qui a tellement, un club qui a totalement changé de dimension et qui a enfin une vraie identité, même une vraie solidité. Arsenal, ça a rarement été la solidité défensive à toute épreuve. Ça, ils l'ont. Mais une équipe qui a régulièrement lâché au bout, qui aurait peut-être dû gagner un titre sur une des 2 dernières saisons. Ils sont peut-être pas tout à fait des losers, mais c'est pas encore des winners, ça c'est clair. Et à l'heure d'affronter le Real Madrid, ça pourrait poser problème. Ce Real qui du coup est favori de la double confrontation, et je pense pour beaucoup ça se joue là-dessus. Sur le fait aussi que le match retour est au Bernabeu, mais le Real est à 1,60, Arsenal 2,35. Ça reste serré, Et c'est très très dur à dire. Je sais pas si Arsenal est, comme je l'imaginais début de saison, une équipe qui ira jusqu'en finale de Champions. C'était un peu mon prono début de saison. Je sentais que ça allait le faire, pas pour eux en Première Ligue, mais par contre en Champions. Ça allait être leur possibilité, leur opportunité. Ils allaient devenir cette équipe extrêmement dure à battre et donc quasiment insortable en tour à élimination directe. Là, je pense l'épidémie de blessures, peut-être le retour de Saka. De ce que j'entends, il pourrait, mais c'est pas sûr. Et je crois que le premier match qu'il pourrait disputer, ce serait contre le Real Madrid. Dans ce cas de figure, si c'est effectivement ça, sa date de retour, je ne sais pas s'il sera risqué dès le match aller. Ce serait un peu tendax. Mais sans lui, je suis d'accord pour dire que le Real est favori. C'est quand même un clash de style total entre une équipe qui n'a pas beaucoup de créativité, pas beaucoup d'étincelles, hyper solide derrière, et grosso modo l'inverse. Une équipe qui n'a pas vraiment de structure, pas vraiment de plan, pas vraiment d'organisation, mais qui a 4 génies devant qui peuvent allumer la lumière à tout moment. C'est un match-up fascinant et j'ai déjà hâte d'être mardi. En plus, c'est mardi, c'est cool. Dès mardi, 8 avril, il faut attendre encore 2 semaines. Mais Arsenal-Real à l'Emirates, ça va être génial. Et je pense que oui, on commence à arriver sur les prétendants. Toutes les équipes à partir de maintenant, pour moi, peuvent aller au bout et peuvent la gagner. Arsenal n'est pas encore dans le haut du panier. Si je devais faire une segmentation, je dirais, pour moi, il y a un top 3, clair. Il y a un other 3, les 3 autres, et après un bottom 2. Arsenal est dans les 3 autres. Et les 2 autres de ces 3 autres, ça arrive très vite. J'espère que cet épisode de Top 8 vous a plu, les amis. Rendez-vous dans quelques jours pour le prochain. Et on se dit à bientôt. Bisous.